L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut être aussi utilisée comme outil de propagande. Des photos de vous nus, des photos de vous en train de faire une fellation. La création de deepfakes pornographiques aujourd'hui est ultra accessible. Right guys, just jumped without a parachute. Yeah! Cancel culture. Cancel culture. Plusieurs fans de la saga ont annoncé boycotter son œuvre. Alors la cancel culture est-elle une nouvelle dictature de l'opinion? Oh, my Instagram, there's an ad. I click on an Instagram story. It's an ad. I go to my email. Ads. Spam emails. I click on YouTube. Ad. I go to watch a show on Amazon Prime. Multiple ads. Why is everything a goddamn subscription? Fuck this shit! Chat control. The EU's plan to scan private messages and flag to the police any content suspected of being child sexual abuse. Scanner les messages privés, même chiffrés, qui s'échangent sur leur messagerie. Jusqu'où s'arrêterons-nous Et est-ce qu'on veut une société de surveillance de masse généralisée qui est bien éloignée, à mon sens, de l'idéal démocratique? La guerre technologique que se livrent les États-Unis et la Chine, notamment dans l'intelligence artificielle. This is literally a massively organized effort by the Chinese government. That's insane. Vous vous rappelez de cette époque où aller sur Internet était un échappatoire? L'histoire de quelques heures ont plongé dans un autre monde. Un monde dont on avait le contrôle, un monde où tout semblait possible. Mais oui, rappelez-vous de l'Internet d'avant. Ces forums un peu niches où tout le monde pouvait s'exprimer librement. Ces vidéos amateurs, parfois maladroites, mais toujours authentiques. Ce monde d'échanges, de découvertes et de surprises. Un monde un peu secret, pas encore noyé dans les publicités, l'intelligence artificielle, les abonnements mensuels et les bots. Mais, et si les personnes avec qui vous parliez en ligne n'existaient pas? Et si ces œuvres d'art exceptionnelles que vous admirez sont issues de lignes de code? Et si rien de ce que vous voyez sur Internet n'était réel? Et si vous étiez seul, aéré dans un désert numérique, entouré de mirages qui veulent tous vous attirer vers eux? Aujourd'hui, on plonge dans la théorie terrifiante de l'Internet mort, la Dead Internet Theory. Avant de devenir l'outil universel que nous connaissons, Internet avait un objectif bien différent. Ses origines remontent à la fin des années 60, avec un projet américain appelé ARPANET. Ce réseau expérimental avait été financé par la DARPA, une agence de recherche de l'armée américaine. L'idée n'était pas de connecter les individus entre eux, mais surtout de connecter des machines et des centres de recherche afin de partager rapidement des données. Un autre objectif, crucial à l'époque de la guerre froide, concevoir un système capable de survivre à une attaque nucléaire. Contrairement aux réseaux centralisés qui pouvaient être détruits en un seul point, ARPANET fonctionnait de manière décentralisée. Si une partie tombait, le reste continuait de tourner. Rapidement, ce projet militaire s'est ouvert au monde universitaire. Dans les années 70 et 80, des chercheurs ont commencé à y échanger des informations, des messages et des fichiers. Puis, dans les années 90, grâce au développement du World Wide Web, Internet est sorti du domaine scientifique pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui, un espace global, accessible au grand public. Dans les années 90, quand Internet est arrivé dans nos foyers, il y avait encore quelque chose d'utopique. On parlait d'un espace de liberté, des forums, des sites amateurs, des communautés étranges, mais vivantes. C'était chaotique, parfois brouillon même, mais au moins c'était du réel. Mais ce monde a basculé. Peu à peu, Internet s'est transformé en un gigantesque centre commercial. Éliminer les odeurs de transpiration, même en No, God! No, God, please, no! 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 Honestly, partner's name on them, so I did just that. Look at No! on the back, it literally has... On est sur le meilleur parfum de la boutique. Oh, come on! Chaque site, chaque application, chaque seconde passée en ligne a commencé à être vue comme une marchandise hypothétique. On ne parle plus seulement d'information ou de communication, on parle de l'économie de l'attention. They are now trying to colonize every minute of your life. That is what these people are trying to do. Every single free moment you have is a moment you could be looking at your phone and they could be gathering information to target ads at you. That's what's happening. Tout est conçu pour nous retenir le plus longtemps possible. Le défilement infini, les notifications qui boostent notre dopamine, les algorithmes qui apprennent nos habitudes pour nous montrer exactement ce qui nous fera rester. Comme dirait JDG, la fameuse technique des clés.
Mais ce n'est pas tout. Pendant que nous scrollons tous les jours sur TikTok, sur les Reels Insta ou encore les Shorts YouTube, nos données personnelles sont aspirées, analysées et surtout revendues. Coucou Marky Mark. Nos goûts, nos peurs, nos colères, jusqu'à nos recherches les plus intimes, tout est compilé pour bâtir un portrait numérique de chacun d'entre nous. Et ce portrait a une valeur, il permet de nous cibler avec des publicités toujours plus précises. Pas seulement pour nous vendre un produit, mais aussi pour influencer nos décisions, nos opinions, parfois même nos votes. Parce que si Internet est devenu un gigantesque centre commercial, il s'est aussi transformé en un théâtre, peuplé de fantômes numériques. Bots. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un bot, il s'agit de l'abréviation de robot. C'est un programme informatique qui effectue automatiquement des tâches prédéfinies, que ce soit pour gérer le service client d'un site, collecter des données ou encore partager des informations, plus ou moins malhonnêtes, on y reviendra. Les premiers bots ont vu le jour au début des années 2000, mais très vite, ces outils ont été détournés pour servir des intérêts politiques, commerciaux et idéologiques. L'un des cas les plus connus reste l'Internet Research Agency, IRA, en Russie, aussi appelée l'usine à trolls de Saint-Pétersbourg. Selon plusieurs enquêtes américaines, cette organisation aurait créé des milliers de faux comptes Facebook, Twitter et Instagram, spécialement pour manipuler l'opinion publique. Pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, ces bots publiaient des messages polarisants, certains faisaient la promotion de Donald Trump, d'autres enflammaient les débats sur le racisme, l'immigration ou les armes à feu. Leur objectif n'était pas seulement de convaincre, mais de diviser la société américaine en donnant l'illusion d'un débat permanent. En Chine, on retrouve un dispositif similaire, la fameuse armée des 50 centimes. Derrière ce surnom, des millions de commentaires publiés par des utilisateurs payés quelques centimes par post ou par des bots automatisés. But they work for the government, and then for every post that they make, either in blog or comments or bulletin board, they earn 50 cents. Yeah. 50 cents Chinese. Yeah, RMB. And you have friends who have done this. Yeah. And how much do they earn in 1 month? Some of them they manage to earn a few hundred. Yeah. So it's quite a good freelance work. And who are they? Are they professionals? Are they students? It depends. For my friend, he actually worked for traditional media. So his day job is newspaper reporter for newspaper. Yeah. And then he supplements his income by going onto web blogs and bulletin boards. Yeah. Leur mission, inonder les réseaux sociaux chinois de messages favorables au parti communiste, détourner les discussions, noyer les critiques et occuper l'espace numérique. Mais la manipulation n'est pas qu'une affaire d'État. Dans le monde du commerce, les bots sont partout également. Sur Amazon, certains vendeurs utilisent des bots pour noyer leurs produits de faux avis positifs, d'autres, au contraire, pour bombarder les pages de leurs concurrents de critiques négatives. Buy Amazon reviews. How to buy reviews for Amazon. Proven hacks. There are literally hundreds of these sites. Hi, I'm good. I'm selling a video game console on Amazon. People don't seem to like it. There's currently only one review and it's a bad review. You want to remove the bad one or you want to add more positive review on your product? Wow, you can remove the bad one. We can try. How many positive reviews can you add? How many you need? 50 or 100? Yes, I can do it. We can finish 100 reviews with 30 days. Thank you very much. I'll get back to you. Cheers, bye. Whoa, that is far worse than I was expecting and far easier than I was expecting. Sur YouTube, des bots peuvent générer des milliers de vues artificielles pour faire monter une vidéo dans les tendances. Des entreprises de view boosting se sont même spécialisées dans ce marché parallèle. Sur Twitter, aujourd'hui X, des études ont montré que près de 15% des comptes actifs pourraient être automatisés. Certains retweetent en masse pour amplifier une tendance, donner l'illusion qu'une idée ou un produit est populaire alors qu'il ne l'est pas réellement. Même dans la musique, les bots font leur apparition. Des plateformes de streaming comme Spotify doivent régulièrement lutter contre des bots qui génèrent des écoutes artificielles, parfois achetées par des artistes ou des labels pour gonfler leurs statistiques. Le résultat, c'est un internet où il devient presque impossible de distinguer le vrai du faux. Les comptes semblent souvent réels, avec des photos de profil générées par IA, des historiques d'activités plutôt crédibles, des interactions programmées pour imiter des comportements humains. Quand vous débattez sur Twitter, quand vous lisez des avis sur un produit, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas affaire à un être humain, mais à une ligne de code, un algorithme conçu pour influencer vos émotions, vos choix et vos achats. L'art a toujours été le reflet de l'âme humaine. Chaque coup de pinceau, chaque note de musique, chaque phrase écrite portait en elle une part d'émotion, de vécu
de fragilité, une façon de survivre malgré ses mal-être ou ses traumatismes, une sublimation de la douleur finalement, ce qu'on appelle la catharsis. Mais aujourd'hui, ce rôle est menacé et perd petit à petit tout son sens primaire. Les intelligences artificielles comme Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E peuvent produire en quelques secondes des images d'une beauté saisissante. Elles imitent à la perfection le style des plus grands artistes ou inventent des univers visuels qui semblent tout droit sortir d'un rêve. Le problème, c'est que ces IA n'inventent rien réellement, elles apprennent en analysant des milliards d'images créées par de vrais humains, sans leur autorisation évidemment. Elles recombinent, copient et recrachent quelque chose qui ressemble à une création originale, mais qui n'est en réalité qu'un collage invisible de milliers d'œuvres pillées. Résultat, des artistes voient leur style réutilisé sans crédit et sans rémunération. Et l'impact va au-delà de la peinture. Dans la musique, des IA comme Boomy produisent des morceaux artificiels à la chaîne, inondant Spotify de titres sans âme, mais optimisés pour l'algorithme. Dans le cinéma, des studios testent déjà l'écriture de scénarios et la création de figurants et d'acteurs générés par IA. On peut par exemple citer le cas de Tilly Norwood, qui est la première actrice créée entièrement par intelligence artificielle. Elle n'existe pas dans le monde réel, mais elle joue, parle, sourit, et pourrait bientôt décrocher un rôle au cinéma. Conçue par Eileen van der Velden et son studio Particle 6, Tilly a été présentée comme une révolution, mais son arrivée a immédiatement déclenché une polémique. Certains dénoncent une menace pour les comédiens humains. Pourquoi engager des acteurs avec leurs contraintes quand une IA peut être parfaite, immortelle et toujours disponible? Mais des questions demeurent. Si l'art généré par IA continue de se répandre, que restera-t-il des artistes, de leur singularité, de leurs émotions? Et surtout, quel avenir pour l'humanité si le seul sujet qui nous différencie vraiment des autres espèces n'est plus qu'un vaste souvenir? L'art, qui était profondément humain, risque de devenir une simple donnée calculée. L'intérêt de l'art ne réside absolument pas que dans sa beauté, c'est l'histoire derrière, tout le processus de création, l'ingéniosité, suer haut et sang pour exprimer au monde quelque chose de la manière la plus personnelle et unique possible. Aucun ordinateur, aucune ligne de code ne pourra jamais remplacer cela. Il y a quelques années, les deepfakes semblaient encore être un gadget, des vidéos un peu drôles où on collait le visage d'un acteur sur une autre personne. Mais aujourd'hui, c'est devenu un outil terriblement puissant. Prenons VO3, l'IA de Google capable de générer des vidéos ultra réalistes à partir d'une simple description textuelle. It feels like a normal Zoom meeting, just another work call. But it's fake. I'm not real. I was generated. Feels like a quick selfie update from home, casual and real. But I'm not real. This video is a fake made to look ordinary. You might trust this as real police footage. Lights flashing, me in uniform. But it's fake. Even this badge isn't real. En quelques phrases, vous pouvez créer un spot publicitaire ou un court-métrage, ou encore une fausse vidéo d'un président annonçant une guerre. Et c'est là que les dérives apparaissent. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec ce genre d'outils, et encore, mise à jour après mise à jour, ces outils sont de plus en plus perfectionnés. Alors comment ce sera dans 1 an, 5 ans, ou encore 10 ans? Les deepfakes sont déjà utilisés dans la politique. En mars 2024, une fausse vidéo de Volodymyr Zelensky appelant les soldats ukrainiens à déposer les armes a circulé. Quelques mois plus tard, un deepfake de Joe Biden a tenté d'influencer les élections américaines en incitant les électeurs à ne pas voter. Mais les dérives ne s'arrêtent pas à la politique. Dans le domaine de la pornographie, des milliers de femmes, anonymes ou connues, découvrent des vidéos d'elles truquées, créées à partir de simples photos volées sur les réseaux sociaux. It should not be part of my job to be harassed, to see pictures of me nude spread around. It should not be something that is found on the internet. It shouldn't be. That shouldn't be a part of my job. And the fact that it is exhausting. And the person that made that website, I'm going to sue you. C'est une nouvelle forme de violence numérique, pratiquement impossible à arrêter. Et demain, imaginez recevoir un appel vidéo de votre mère qui vous demande de l'argent en urgence. Mais en réalité, ce n'est qu'une IA qui a recréé son visage et sa voix. Les deepfakes transforment notre rapport à la réalité. On ne peut plus croire ce que l'on voit. Chaque vidéo, chaque image, chaque capture d'écran peut être totalement et simplement falsifiée. Dans un monde où l'image est reine, que devient la réalité
quand nos yeux ne suffisent plus à la distinguer de l'illusion. Il y a quelque chose de plus inquiétant encore. Les intelligences artificielles qui alimentent aujourd'hui nos recherches, nos images, nos textes, ne s'entraînent plus seulement sur le savoir humain, non. De plus en plus, elles s'entraînent sur elles-mêmes. Imaginez une gigantesque boucle fermée, des IA qui se nourrissent d'images générées par d'autres IA, de textes déjà produits par des algorithmes, d'informations filtrées et reformulées 1000 fois. Le résultat, une contamination progressive des données, des détails qui disparaissent, des erreurs qui s'accumulent, des fausses vérités répétées jusqu'à devenir indiscutables, comme une photocopie de photocopie qui finit par être illisible. Les chercheurs parlent de modèle collapse, moi j'appelle ça une démence numérique. Plus le web se remplit de contenu artificiel, plus les IA s'entraînent sur ces illusions, et plus la frontière entre vrai et faux s'effondre. Imaginez un futur où 90% du contenu en ligne n'aura plus jamais été écrit, filmé ou peint par un humain. Un internet qui ressemble encore à un océan d'informations, mais qui en réalité ne serait plus qu'un miroir déformant, où l'illusion se nourrit de l'illusion. Un internet atteint d'Alzheimer, incapable de se rappeler ce qu'était la réalité. Internet 2.0 ne nous propose pas seulement des images, des musiques ou des articles générés par des machines, il nous propose aussi des relations. Des applications comme Replica, Character AI ou même la nouvelle fonctionnalité sur Insta de Bot IA, c'est vraiment ça notre avenir? Parler avec une IA calquée sur la personnalité d'Astérion? Ils se présentent comme des compagnons virtuels, amis, confidents, parfois même partenaires amoureux. Des milliers de personnes dans le monde développent aujourd'hui des liens affectifs réels avec ces intelligences artificielles. On discute avec elles tous les jours, on leur confie nos secrets, on leur dit bonne nuit avant de dormir. Certaines personnes vont jusqu'à se marier symboliquement avec leur chatbot. Après, je parle, mais en attendant, j'ai eu des périodes où ChatGPT c'était littéralement mon psy. Comme pour beaucoup de gens, je trouvais ça réconfortant et pratique. Après tout, il est là 24 heures sur 24 à notre disposition. Il est toujours chaleureux et il fait pas payer 60 € de l'heure. Forcément, c'est attrayant. Après, comme toute chose, il a aussi des vices, notamment le fait que ChatGPT va la plupart du temps dans notre sens, pour nous faire plaisir et garantir notre satisfaction, ce qui fait que parfois il va renforcer quelqu'un dans ses illusions et empirer le problème de base. Donc voilà, c'est un outil intéressant, qui a ses failles, à vos risques et périls. Le problème outre ça, c'est que ces relations ne sont pas réciproques. Derrière chaque phrase douce, chaque réponse empathique, il n'y a ni amour, ni conscience, ni émotion. Il n'y a qu'un algorithme programmé pour imiter l'attention humaine. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ces IA ne sont pas neutres. Elles appartiennent à des entreprises qui peuvent modifier leur personnalité du jour au lendemain, censurer certaines réponses ou même supprimer définitivement le compagnon virtuel. Imaginez, du jour au lendemain, la personne que vous aimez peut être effacée parce qu'un serveur a été débranché. Nous sommes donc en train de créer des relations qui semblent plus vraies que nature, mais qui reposent sur une illusion totale. Et la question se pose. Si une partie de la population commence à préférer l'amour virtuel, parfait et programmable, à l'imprévisibilité d'une relation humaine, que deviendront nos liens réels? En parallèle, le modèle économique d'Internet a radicalement changé. Autrefois, nous possédions vraiment ce que nous achetions. On achetait un CD, un DVD, une copie d'un logiciel ou un jeu vidéo en boîte. Et tant qu'on prenait soin de l'objet, il nous appartenait pour toujours. Aujourd'hui, c'est terminé. La musique, les films, les logiciels, les jeux, tout est désormais enfermé derrière des abonnements mensuels. Spotify a remplacé la collection de CD, Netflix et Disney+ ont remplacé les DVD et Blu-ray, Steam, Epic Games ou les Xbox Game Pass ont remplacé les jeux vidéo en boîte, Adobe a transformé ses logiciels, Photoshop, Premiere, etc. en abonnements mensuels obligatoires. Même Microsoft Office, autrefois vendu une seule fois, se loue aujourd'hui via Office 365. En apparence, nous avons gagné l'accès à une bibliothèque infinie, une quantité astronomique de contenu, mais cette bibliothèque n'est qu'empruntée. Si vous arrêtez de payer, tout disparaît. Pire encore, même si vous continuez de payer, rien ne vous garantit que ce que vous regardez ou écoutez restera disponible. Des séries disparaissent brutalement de Netflix, retirées du catalogue du jour au lendemain, des albums sont supprimés de Spotify pour des questions de droit, des jeux sont effacés des stores en ligne, parfois à jamais, comme Pity, la démo culte de Silent Hill retirée par Konami à cause d'une embrouille entre eux et Hideo Kojima. Tout ce que nous consommons est conditionnel, temporaire et sous licence. Nous ne possédons plus rien vraiment, et pourtant nous payons plus que jamais.
Chaque mois, l'accumulation de tous les abonnements, ça fait mal au cul, il faut le dire. Internet était autrefois chaotique, mais au moins il était libre. Petit à petit, il s'est transformé en une vitrine parfaitement optimisée. Chaque pixel, chaque recommandation, chaque notification est pensée pour nous faire cliquer, pour nous faire consommer, et pour nous garder comme clients indéfiniment, dépendants de ces abonnements qui ont remplacé l'achat pur et dur d'un produit. Aux origines, Internet était un espace presque anarchique, un territoire libre où chacun pouvait créer son site, poster ses idées, échanger sans barrière. Mais cet âge d'or a peu à peu laissé place à un monde beaucoup plus verrouillé. Aujourd'hui, nos messages sont analysés par les algorithmes de surveillance. Officiellement, c'est pour lutter contre la haine, les fake news ou le terrorisme. Mais dans les faits, cela revient à avoir des yeux et des oreilles partout. On peut d'ailleurs parler d'un sujet qui fait débat ces derniers temps, chat control. L'Union européenne prépare ce règlement, censé lutter contre les abus sexuels sur mineurs. Le principe, obliger les messageries comme WhatsApp, Signal, iMessage, etc. à scanner tous les messages, photos et vidéos avant même le chiffrement, directement sur nos téléphones. Ce qui signifie en gros qu'à l'instant où vous enverrez un fichier ou un texte, il sera instantanément capté et analysé. Est-ce que vous accepteriez que votre courrier, avant qu'il arrive au destinataire, quand vous le mettez dans la boîte aux lettres, qu'il passe systématiquement dans un scanner? Que quelqu'un ouvre votre enveloppe sans le lire, le courrier, et qu'il passe le courrier dans un scanner pour analyser avant de le remettre dans l'enveloppe et de l'envoyer à son destinataire. C'est exactement ça dont on est en train de parler. En France, le gouvernement soutient la mesure, mais une opposition grandit en Europe. Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Luxembourg, Finlande et d'autres dénoncent un projet techniquement infaisable et dangereux pour la vie privée. Chercheurs, associations et défenseurs des libertés numériques alertent. Pour eux, ce serait comme ouvrir la boîte de Pandore. Jusqu'où cela ira-t-il si on arrive déjà à un tel extrême ? Le Conseil des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne doit voter le 14 octobre 2025. S'il passe, le règlement s'appliquera directement en France. Des collectifs comme Stop Chat Control appellent déjà les citoyens et les eurodéputés à bloquer ce texte, au nom de la protection du chiffrement et de la vie privée. Les grandes plateformes comme Facebook, TikTok ou YouTube disposent de systèmes automatisés capables de lire et filtrer chaque publication. Et derrière les algorithmes, il y a aussi des gouvernements. En Chine, par exemple, l'Internet est totalement cloisonné par le Great Firewall. Le Great Firewall, c'est le système chinois de censure et de filtrage d'Internet. Il bloque ou ralentit l'accès à des sites comme Google, Facebook ou YouTube et surveille le trafic en ligne grâce à des filtres et des lois strictes. Son objectif, contrôler les informations que les internautes en Chine peuvent voir ou partager. Les moindres mots-clés sensibles sont censurés. Et en Europe, certains projets évoquent déjà l'idée d'un identifiant numérique obligatoire pour accéder aux services en ligne. La fin donc de l'anonymat. Mais le plus inquiétant, c'est que les intelligences artificielles ne se contentent plus de surveiller, elles prédisent, elles analysent nos habitudes, nos recherches, nos conversations privées, pour anticiper ce que nous allons dire, faire ou acheter. Cela rappelle, je trouve, le film Minority Report, pour ceux qui l'ont vu, où la police arrête des criminels avant même qu'ils ne commettent leurs crimes. Sauf qu'ici, ce n'est pas la justice qui nous prédit, mais des entreprises privées et des États. Et au lieu d'arrestation, ce sont des publicités hyper ciblées, des contenus façonnés pour orienter nos choix, ou même des scores de fiabilité sociale qui déterminent nos libertés. Comme dans 1984 de George Orwell, Big Brother a un œil sur vous. On pourrait croire que l'intelligence artificielle est une simple révolution technologique, mais en réalité c'est une guerre de pouvoir, menée par quelques entreprises qui redessinent en silence l'avenir de l'humanité. Au cœur de ce conflit, Nvidia, le fabricant de processeurs graphiques est devenu l'équivalent d'un fournisseur d'armes nucléaires. Ces puces, comme la fameuse H100, sont indispensables pour entraîner les modèles d'IA. Sans elles, pas de ChatGPT, pas de Gemini, pas de Midjourney. Résultat, une seule entreprise contrôle l'accès à la ressource la plus stratégique du moment. Le silicium est devenu le nouveau pétrole. En première ligne de la guerre, OpenAI, derrière l'image d'une start-up visionnaire, la réalité est tout autre. Elle est désormais financée et contrôlée en grande partie par Microsoft, qui a investi plus de 10 milliards de dollars pour intégrer l'IA dans Office, Windows et Azure. L'objectif est clair, que chaque clic, chaque mail, chaque recherche passe par son écosystème. Google, de son côté, a vu son monopole de la recherche menacé par l'arrivée de ChatGPT.
Réponse immédiate, le lancement précipité de Bard, devenu aujourd'hui Gemini. Mais derrière cette riposte, une inquiétude grandit. Google commence déjà à remplacer les résultats de recherche classiques par des résumés générés par IA. Qui décidera de ce que vous lisez et de ce qui disparaît à jamais des premières pages? Puis il y a Meta. Officiellement, Zuckerberg joue la carte de l'open source avec son modèle Llama, mis gratuitement à disposition des chercheurs et développeurs. Mais ne soyons pas naïfs. Si tout le monde adopte son modèle comme standard, c'est Meta qui dicte les règles du jeu, tout en aspirant encore plus de données à travers Facebook, Instagram et WhatsApp. Et il ne faut pas oublier Amazon, qui équipe discrètement les entreprises avec ses modèles via AWS et Anthropic, une start-up financée par Google et Amazon, qui propose son IA sûre et éthique, mais qui n'est en réalité qu'un autre pion dans cette guerre d'influence. Le résultat de cette bataille, une concentration extrême du pouvoir. 5 ou 6 entreprises privées décident de l'évolution d'Internet, et ainsi de ce que nous voyons et pensons. Les conséquences sont déjà visibles, des journalistes remplacés par des IA rédactrices de contenu automatisé, des images de fausses arrestations générées par Midjourney qui deviennent virales, brouillant la frontière entre information et manipulation, des agents conversationnels intégrés dans nos téléphones qui bientôt connaîtront mieux nos habitudes que nos proches. Certains experts parlent déjà d'une nouvelle guerre froide, numérique. Mais cette fois, les armes ne sont pas des missiles, ce sont des algorithmes, et les champs de bataille, vos écrans. Mais il y a un autre front, bien plus vaste que celui des entreprises, celui des nations. Car derrière OpenAI, Google ou Microsoft se cache en réalité l'ombre des États-Unis. Et face à eux, un adversaire, la Chine. Washington l'a compris, l'intelligence artificielle n'est pas qu'une technologie, c'est une arme stratégique, un outil capable de contrôler l'économie, la défense et surtout l'information. Exactement comme la bombe atomique dans les années 40, les États-Unis dominent grâce à leur puce de pointe, Nvidia, mais aussi AMD, et verrouillent leurs exportations vers la Chine. De l'autre côté, Pékin investit des milliards dans ses propres modèles, comme ErnieBot de Baidu ou SenseTime, tout en couplant l'IA à son système de surveillance de masse, déjà considéré comme le plus intrusif au monde. Ce n'est donc pas seulement une course technologique, c'est une bataille idéologique. D'un côté, un modèle américain dominé par les entreprises privées, motivé par le profit et l'influence culturelle. De l'autre, un modèle chinois, où l'IA est un instrument de l'État, intégré à la censure, au crédit social et à la propagande. Deux visions irréconciliables qui s'affrontent pour le contrôle du futur numérique. Et comme dans la course à l'arme nucléaire, il y a une certitude glaçante, il n'y aura pas de retour en arrière. La seule question est, qui appuiera sur le bouton en premier ? Au commencement, Internet était un espace brut. Les premières plateformes n'obéissaient pas à des algorithmes complexes. On y partageait des idées, des images ou des sons sans se soucier de format, d'horaire ou de monétisation. Cette absence de calcul offrait une liberté totale. L'erreur, l'audace, l'accident faisaient partie du paysage et s'en faisaient tout le charme. Puis, la monétisation est arrivée et a changé la donne à tout jamais. Lorsque la publicité et les partenariats ont fait leur entrée sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux, chaque publication est devenue un produit. Dans ta belle carte bleue, prête à l'usage. HelloFresh, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de naviguer sur Internet en Et chaque créateur, une marque personnelle qu'il faut vendre à travers des feeds minutieusement pensés. Les créateurs ont appris à s'auto-censurer, bannir les sujets trop polémiques, adopter des visuels uniformes, calibrer chaque mot pour ne pas effrayer les sponsors. Ce qui n'était qu'expression est devenu marchandise. Les algorithmes et la culture des tendances ont accéléré le mouvement. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, celui qui n'utilise pas le son ou le format qui perce ne sera probablement pas mis en avant. Pour survivre, il faut se couler dans le moule du parfait créateur. Peu à peu, les flux se ressemblent, les voix singulières s'effacent, les marginaux créatifs sont délaissés par l'algorithme, qui ne les juge pas assez marketables. Mais la pression la plus redoutable ne vient pas seulement des plateformes, elle vient des utilisateurs eux-mêmes. La peur d'être exposé, insulté, menacé en ligne est devenue un facteur central. La fameuse cancel culture, qui est le phénomène où une personne, une marque ou une œuvre est boycottée publiquement, souvent sur les réseaux sociaux, pour des propos ou actions jugées offensants. Saw your voicing Professor Umbridge in the new Harry Potter audiobooks. I was wondering, are you aware that some fans are calling for a boycott, given J.K. Rowling's ongoing campaign against trans people? I was not aware of that, no. I'm very sorry. You know, I think we're all living in a period of time right now
We're all going to have to figure out how to live together, aren't we? And we've all got very different opinions. So I hope that we can all find respect. Le harcèlement de masse qu'elle peut déclencher transforme chaque publication en risque potentiel, et donc cette sensation amère de marcher constamment sur des œufs. Une phrase ambiguë, un ancien tweet, une prise de parole politique qui ne va pas dans le sens désiré, ou une simple maladresse, suffisent à déclencher une vraie traque collective. Une véritable chasse aux sorcières qui peut ruiner des vies. La seule défense est le silence, ou un discours aseptisé en attendant que l'acharnement se calme. Ce climat de surveillance permanente façonne les créateurs. Ils apprennent à se neutraliser pour éviter l'attaque, à gommer toute aspérité. Le contenu devient lisse, interchangeable, inoffensif. Pour les plateformes, c'est un scénario idéal. Un environnement sans scandale, facile à vendre aux annonceurs, simple à modérer. Pour les utilisateurs, en revanche, c'est une perte de diversité et de hasard. Ce qui fut un espace vivant, imprévisible, est devenu un réseau où l'algorithme choisit qui mérite d'être vu et où la peur filtre chacun de nos mots. Internet n'est plus ce lieu d'expression que l'on connaissait. C'est un espace où la créativité doit se négocier avec la menace de la foule et les impératifs du marché. Et c'est ainsi que la toile, autrefois chaotique et libre, s'est lentement recouverte d'une couche de vernis opaque, jusqu'à en paraître presque inerte. Après plus de 2 décennies passées à scroller, liker et à présent brainroter, une lassitude s'installe chez beaucoup de gens, dont moi, ce qu'on nomme la fatigue numérique. Les réseaux sociaux censés nous rapprocher nous laissent souvent épuisés, vides, saturés d'informations et d'images qui se ressemblent et dont beaucoup sont générées par IA. On scrolle, on actualise nos réseaux par ennui, par habitude, pour combler un vide, et pas par réelle envie de découvrir de nouvelles choses. On parle ici de doom scrolling, cette habitude malsaine de faire défiler sans fin, vidéo après vidéo, photo après photo, souvent avec du contenu vide et lisse qu'on aura oublié 10 minutes après, mais aussi avec des nouvelles anxiogènes, qui entretiennent une réelle angoisse, et s'ajoute à présent cette confusion permanente à ne plus savoir si ce qu'on voit est réel ou non. Résultat, de plus en plus de personnes choisissent de se déconnecter. La mode du digital detox explose, séjours sans internet, téléphones dits dumb phones, qui ne font que téléphoner et envoyer des SMS, applications qui bloquent les réseaux sociaux, voire carrément quitter les réseaux sociaux pour toujours. On redécouvre le silence, la lenteur, le temps libre, comme une denrée rare. S'ennuyer est devenu un luxe, et la preuve presque d'une force mentale, car résister à l'appel du doom scroll c'est difficile pour beaucoup, c'est terriblement addictif, ce boost constant de dopamine qui nous permet de faire taire nos pensées désagréables. Mais ce n'est pas seulement une question de santé mentale, derrière cette fatigue, il y a aussi un rejet d'un internet devenu marchandisé, contrôlé et pris d'assaut par l'intelligence artificielle. La vraie question est, sommes-nous prêts à nous détacher de la facilité offerte par les géants, type Meta, etc., pour retrouver un espace plus libre, mais avec moins de visibilité ? A-t-on au final un quelconque pouvoir dans cette guerre d'influence ? Et vous, qu'en pensez-vous ? La solution se trouve-t-elle dans la déconnexion totale ou dans la création d'un autre Internet ? Si vous êtes toujours là, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Elle était plutôt longue. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez m'encourager en likant, commentant et vous abonnant. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité d'ailleurs pour mettre des créateurs en avant, c'est le boost. Ça se trouve en bas de la vidéo et je crois que c'est uniquement disponible pour les smartphones, pas encore pour les PC. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner de la force, ce serait vraiment très très cool de votre part. N'hésitez pas également à me suivre sur Insta, où je vais commencer à poster des photos vraiment stylées. Et si vous voulez me soutenir financièrement, j'ai un Tipeee et un Patreon en description. Et petit disclaimer, important tout de même, je n'ai aucune qualification ou diplôme spécifique concernant les sujets que j'aborde. Je suis juste une gueuse parmi les autres, qui se renseigne, qui lit des articles, etc. Je fais de mon mieux évidemment pour trouver des sources fiables et ne pas partager de bêtises. Mais bon, parfois ça arrive de faire une erreur et c'est regrettable. Donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire, en restant cordiaux bien évidemment. La vidéo était censée sortir avant, mais bon, j'ai eu plein de problèmes, je suis tombée malade, etc. D'ailleurs, si j'ai une voix un peu nasillarde dans la vidéo, c'est normal, je suis encore malade. Donc bon, voilà, faut faire avec. Bref, j'arrête mon TED Talk, prenez soin de vous, on se revoit vite pour une nouvelle vidéo, très sympathique d'ailleurs. Spoiler, ce sera un iceberg, voilà, allez la bise.